Bonjour, je m'appelle Hugues Bellumeur, je suis autiste. Je fais cette vidéo dans le cadre du mois de l'autisme et on m'a proposé pour l'occasion de me présenter, d'expliquer qui je suis. Et déjà, c'est une bonne question de me demander, ouais, je suis qui moi? Qui est Hugues Bellumeur? C'est justement une question que je me suis posée pas mal toute ma vie, je dirais. Et j'ai longtemps eu l'impression que mes souvenirs formaient des petits îlots, mais que j'ai jamais été capable d'avoir une vision globale de qui je suis moi, globalement. Tu sais. Euh, donc, pour commencer cette présentation, je vais faire un bref rappel. Alors, moi, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais probablement une personne autiste à l'âge de 35 ans. Alors, avant ça, je n'avais aucune idée que ça se pouvait. Et, euh, et c'est seulement à l'âge de 37 ans que j'ai reçu un diagnostic officiel. C'était ça au mois de février, donc il y a à peu près 2 mois. Alors, c'est tout nouveau dans ma vie, on peut dire. Donc, c'est un peu là-dessus que je veux jouer dans cette vidéo. Mon plan, c'est de commencer par vous raconter comment est-ce que je me décrivais avant. Hein? Comment est-ce que je disais je suis qui avant de prendre conscience que j'étais entre autres une personne autiste. Et puis après ça, de montrer la différence. Qu'est-ce que ça change dans la façon dont je peux raconter ma vie, de savoir que je suis une personne autiste. Puis après ça, je vais essayer de conclure, je vais essayer d'échafauder un genre de conclusion. Alors, c'est parti. Donc, admettons que je rencontrais quelqu'un à 35 ans, mais un mois avant de réaliser que je suis une personne autiste. Comment est-ce que j'aurais un peu raconté ma vie? Alors, je vais essayer de me remettre dans cet état d'esprit-là. Donc, moi, mon enfance puis mon adolescence se sont bien déroulées. Tu sais, j'ai grandi dans une famille normale, une famille équilibrée, une famille chaleureuse. Tu sais, j'ai toujours eu mon père puis ma mère avec moi dans ce temps-là. On a toujours vécu à la même maison, donc c'était très stable comme milieu familial. J'avais mon petit frère. Donc j'étais bien, tu sais, il n'y a rien arrivé, un événement, mettons, traumatisant qui pourrait expliquer tout ce qui est arrivé après. Là. C'est ça, tu sais, j'ai jamais été maltraité, j'ai jamais vécu une agression, rien de ce genre-là. Là. Euh, j'ai toujours été très bon à l'école et ce qui ressortait au primaire, c'est que j'étais un enfant calme, un enfant qui écoutait les consignes, qui était concentré, qui était sérieux. Mais c'est vraiment à partir du secondaire que mes notes ont commencé à exploser. Là. Entre autres, en secondaire 2, quand on a commencé à arrêter de faire du calcul mental en mathématiques, qu'on a commencé à jouer avec les équations mathématiques, là, à jouer avec des lettres dans les équations, là, ça c'est allé toucher quelque chose dans mon cerveau et là j'ai commencé à avoir beaucoup de fun en mathématiques. Et le français, c'est arrivé plus vers la fin du secondaire, mais en tout cas, tout ça pour dire que à la fin du secondaire, j'avais vraiment des bonnes notes à l'école et c'était clair que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut continuer après le secondaire. Hein. Ce qui arrive, c'est que moi, je viens d'un petit village, Lorrainville, au Témiscamingue, et dans ma région, il n'y en avait pas de cégep puis d'université. Alors, quand tu viens d'une petite région comme ça, continuer l'école, ça implique l'exil, partir de chez tes parents à 17 ans. Et je me suis retrouvé tout seul à 17 ans pour le cégep. Au niveau académique, le cégep, ça avait bien été. J'ai eu vraiment des résultats exceptionnels. Je m'étais inscrit en sciences humaines et j'ai reçu une bourse à un moment donné pour mes résultats exceptionnels. Et au cégep, il y a quelque chose qui avait vraiment piqué mon intérêt. C'est les cours de philosophie. Et c'était drôle parce que la plupart des gens détestent les cours de philosophie. Et moi, je me sentais comme un poisson dans l'eau là-dedans. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis inscrit à l'université en philosophie. Alors, j'ai commencé un bac en philosophie
Et c'est là que ça a commencé à mal aller. J'étais rendu à Montréal à ce moment-là, à l'UQAM. Et c'est vraiment à l'hiver de ma première année que ça n'a pas marché. Tu sais. Je me sentais pas bien, puis j'étais fatigué, puis j'avais plus d'énergie, puis j'avais plus de motivation. Mais bon, j'étais quelqu'un qui était bon à l'école, donc c'est quand même ça qu'il fallait que je fasse probablement. Tu sais. Alors, ben, je me suis dit, je vais changer de cours, je vais changer de bac, puis je vais changer d'université, ça devrait régler mes problèmes. Alors, j'ai la deuxième année à l'université, j'étais en droit à l'Université de Montréal. Et il est arrivé la même chose à la session d'hiver, plus d'énergie, ça n'a pas marché. Donc c'est vraiment comme ça que je le disais dans ce temps-là. Je disais juste, ça n'a pas marché. Et j'essayais de ne pas trop dire pourquoi finalement. Et après ça, ben là, je me suis dit, OK, ça marche pas à l'école. Je suis retourné chez mes parents et j'ai commencé à travailler à temps plein à l'usine où, dans le fond, je travaillais déjà comme étudiant depuis mes 16 ans. L'usine où mon père avait travaillé toute sa vie. Et là, à ce moment-là, c'est la vie qui m'a comme qui m'a perturbé, si tu veux. L'usine où je travaillais a fait faillite. Mon père est décédé. Et je me suis mis là à foncer, à rentrer dans le tas, puis à essayer toutes sortes d'affaires. J'ai fait de la suppléance dans des écoles secondaires, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai voulu devenir professeur. Alors, je me suis inscrit au bac en enseignement du français au secondaire. Donc, je suis retourné à l'université pour la troisième fois, cette fois-là à Rouyn-Noranda. Et puis encore là, à la session d'hiver, j'ai fait mon premier stage. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment une montagne pour moi d'enseigner. Et j'ai abandonné. Et donc, encore une fois, ça n'a pas marché. Mais rendu là, j'avais rencontré ma conjointe que j'ai encore aujourd'hui, Annie. Et par la suite, on a eu deux enfants, on a une famille ensemble. Puis ça, c'est le bout qui a bien été, puis que je suis content d'avoir. J'ai réalisé ça dans ma vie. J'ai une famille. Euh, mais pour continuer de raconter un peu rapidement là, mes aventures professionnelles, euh, à ce moment-là, j'ai eu un emploi de manutentionnaire. Euh, Ça, c'était assez ordinaire. Alors, je voulais améliorer mon sort. J'ai fait un professionnel en transport par camion. Au début, j'ai réussi ce cours-là. C'était un DEP en transport par camion. C'était 5 mois. Je l'ai eu, je l'ai fini. J'ai travaillé là-dedans 2 ans et demi. Puis j'ai fini par me. Encore là, j'étais plus capable. J'étais sur le bord du burn-out. Puis quand j'ai lâché. Donc j'ai arrêté de travailler là-dedans. J'ai fait des petits jobs. Euh, j'ai été téléphoniste dans un centre d'appel. Ça n'a pas duré longtemps. L'entreprise a fait faillite, mais je pense que je ne serais pas resté longtemps de toute façon. Après ça, j'ai fait du ménage pendant un an, de l'entretien ménager à l'hôpital puis au CHSLD. Ça, j'étais bien là-dedans. Mais je me suis retrouvé à 30 ans avec ma deuxième fille dans les bras, tu sais, mon bébé. Puis j'ai commencé à me demander, tu sais, qu'est-ce que je vais lui raconter à ma fille quand elle va avoir l'âge? Tu sais, je vais lui dire quoi? Euh, je vais lui dire que son père, il était quelqu'un de brillant, qui était supposé d'aller loin dans la vie. Tu sais, que j'étais brillant à l'école, mais que finalement, j'ai été poche dans la vraie vie, puis que j'ai rien fini de ce que je commençais. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans qui m'a dérangé. C'était peut-être de l'orgueil ou de la fierté, mais je me suis dit, non, faut que je retourne à l'école, puis que je finisse quelque chose, puis que je fasse quelque chose avec mon talent, tu sais, mon talent intellectuel. Donc, j'ai eu un projet de fou dans lequel je me suis lancé à 30 ans avec deux enfants. Je suis retourné au cégep, cette fois-ci dans un deck technique, un deck de 3 ans. Je suis devenu. Donc, celui-là, je l'ai fini, c'était électronique industrielle. C'est le deck pour devenir technicien en instrumentation. Celui-là, je l'ai mené à bien. Donc, j'ai fait mes 3 années d'études. Après ça, j'ai travaillé 3 ans dans le domaine, puis j'ai fini par m'effondrer encore une fois. Euh, Si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là, j'en parle pas mal dans ma vidéo de coming out. Mais pour l'instant, hein, on voit que il y a quelque chose d'inexplicable dans toute cette série d'échecs. Hein.
et que c'est comme un échec après l'autre. Et ça me fait rire parce qu'on dit parfois que c'est dans l'échec qu'on apprend, qu'on tire des leçons et qu'on devient une meilleure personne. Ben, je dois être très sage aujourd'hui. Et boy. Euh, donc, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié dans cette partie-là. C'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était très particulier parce que jusqu'au moment où j'étais plus capable, dans un premier temps, j'étais toujours très bon. Tu sais, quand j'ai lâché le bac en droit, tout le monde qui était un peu mon ami, mes connaissances m'ont dit, ben pourtant tu étais bon, tu sais, on te voyait. Quand j'ai lâché le bac en enseignement, les gens me disaient, ben Colin, on te voyait enseigner, quand tu expliquais à l'avant, c'était bon, tu l'avais, on t'aurait vu là-dedans. Tu sais, à chaque fois, c'était ça qui ressortait. Hein? Ça, c'est particulier. Donc maintenant, je voudrais revenir sur tout ce que j'ai pas dit dans cette première description-là. Et je vais me concentrer surtout sur mon enfance, puis le début de l'adolescence, hein, parce que c'est là que ça commence, hein, veux pas. Euh, alors, dans mon enfance, dès le départ, là, dès la garderie, euh, ce qui ressortait, c'est que j'étais un enfant qui était très sensible. Un petit rien pouvait complètement me démolir, puis je pouvais perdre tous mes moyens, puis faire une crise. Surtout si on me contrariait. Si, mettons, je disais quelque chose, puis quelqu'un me disait non, Hugues, fais pas ça comme ça. Non, c'est pas vrai ce que tu as dit, c'est ça. Euh, tu sais, du moment que je vivais une contrariété comme ça, mon esprit s'écroulait. J'avais comme une émotion, peut-être une genre de colère ou une peine, je savais pas trop c'était quoi. Puis je faisais comme ce qu'on appelle en anglais hein, un meltdown, un effondrement émotionnel. Je faisais ce que moi j'appelais dans ce temps-là des crises de colère-larmes. Et alors, à la garderie, ça allait, mais comment je vais faire à l'école? Tu sais, je ne peux pas tout le temps pleurer à chaque fois que quelqu'un me bouscule un petit peu. Ça ne marchera pas, je vais être la risée de la classe. Tu sais. Et je pense que j'en étais conscient. Je ne me souviens pas tellement de ma maternelle, de ma première année, mais en deuxième année, j'ai des souvenirs très clairs. Et déjà, j'avais comme développé une stratégie pour avoir la paix, puis pas être bousculé dans ma fragilité émotionnelle. OK? Donc, ce que je faisais, c'est que moi, je disais, j'en veux pas d'amis. J'en veux pas d'amis. Et déjà, c'est beaucoup plus facile que de dire, mais je sais pas comment avoir des amis, je sais pas comment gérer mes émotions. Hein, tout ça, ça aurait été complexe. Donc, j'avais trouvé quelque chose de pas mal plus pratique. Je disais que moi, j'en voulais pas d'amis. Puis, je jouais tout seul à la récréation. Puis, je me souviens que je passais ma récréation à parler avec Dieu. Ouais. Oh ouais, là, Dieu, là, le créateur du ciel et de la terre, je discutais avec lui directement. Ouais, c'est ça que je faisais. Mm. Donc je pense que cet enfant-là, aujourd'hui, hein, il y a une petite cloche qui s'allumerait, puis je pense que les intervenants auraient une discussion avec les parents, puis diraient votre garçon, je pense qu'il a besoin d'aide. Puis ça s'appelle peut-être trouble du spectre de l'autisme. Mais dans ce temps-là, hein, si t'étais un enfant qui allait bien à l'école, qui avait des bonnes notes, puis qui se comportait, qui n'avait pas de problème de comportement, mon Dieu, les chances qu'on s'occupe de toi étaient assez faibles. Tout le monde se disait, ben, il est intelligent, il va s'arranger. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je me suis pas arrangé. euh, L'autre point que je veux vraiment discuter ici, c'est que jusqu'au début du secondaire, disons, émotionnellement, ça allait. J'arrivais à me convaincre que j'étais à l'écart des autres parce que, dans le fond, j'étais plus intelligent que tout le monde. Ça me servait un peu d'écran de fumée aussi. Puis, donc, j'arrivais à me faire croire que j'arrivais pas à entrer en relation avec les autres, mais parce que les autres n'étaient pas assez intéressants, que c'était de leur faute. C'est ce qu'on appelle le déni et l'arrogance. J'étais beaucoup là-dedans. Je me protégeais comme ça, si tu veux. Mais il arrive quelque chose, hein, à l'adolescence, puis au début de l'âge adulte. Là, moi, je ciblerais vraiment la période là, 14 à 25 ans. Hein, chez un jeune homme, là, il se passe quelque chose là, de majeur là, qui va complètement envahir ta façon de voir le monde, de percevoir les situations.
C'est un désir puissant, c'est ça, ça t'habite à chaque instant, et c'est l'attirance sexuelle pour les filles, évidemment. Et cette attirance-là, ce désir, euh, c'est intact chez moi, et ça doit être intact chez la plupart des autistes, je pense. Et ce qui est malheureux, c'est que euh, l'attirance était intacte, mais la capacité à interagir d'une façon suffisamment subtile pour pouvoir jouer le jeu de la séduction, ça c'était complètement à zéro chez moi. J'avais aucune idée seulement c'était quoi la séduction. Je savais même pas que ça existait. C'est en lisant par après, aujourd'hui, que je réalise que c'est comme un deuxième niveau. Hein. Il y a comme l'amitié, qui est comme déjà, il faut que tu apprennes comment avoir des amis, comment entamer une conversation, comment te joindre à une conversation qui a déjà commencé, comment bavarder avec les gens. Puis une fois que tu maîtrises ça, tu peux rajouter le deuxième niveau par-dessus, qui est comme subtilement séduire, mais sans avoir l'air de vraiment séduire. Et donc, je savais même pas que ça existait, ça, moi, dans ce temps-là. Donc, tout ce que j'avais, c'était mon désir d'aller vers les filles, puis de vivre cette relation-là. Et j'étais constamment confronté à mon incapacité à y arriver. Et donc, tout ça, ça reste par en dedans. Ça te pourrit de l'intérieur. Et c'est ça qui est derrière tous les comportements qui vont suivre. Là. Alors, au, euh, moi, au cégep, j'étais très malheureux. Hein, je vous en ai pas parlé tantôt parce que j'en parlais pas de ça. Mais au cégep, j'étais très malheureux. J'étais dépressif. J'étais alcoolique. Ça a été loin. J'ai eu des idées suicidaires. Puis ça a été loin, là, mes idées suicidaires. Et à l'université, je n'allais guère mieux. J'ai simplement troqué les idées suicidaires contre des comportements autodestructeurs. Mais se saouler toujours le plus fort possible, aller le plus loin possible dans l'ivresse, ben, c'est encore une façon de s'enlever la vie. C'est une façon de se dire, ben, je vais me saouler tellement fort, je vais tellement pas faire attention qu'à moi, qu'un beau matin, je me réveillerai pas. C'était pas une belle amélioration. Là, et donc, c'est ça qui se cache derrière mes difficultés à l'université, là, quand on prend le temps de regarder ça comme il faut. Là. Ouais. J'irai pas plus loin dans raconter toute ma vie parce que ça serait long puis le temps passe. Mais je veux vous dire quand même que j'ai écrit un livre que j'ai publié sur le sujet, sur toute l'histoire de ma vie, que je raconte avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de détails. Alors si cette brève ébauche vous a intéressé, mon livre, ça s'appelle Perdu, un enfant venu d'ailleurs. Et donc, ça a été écrit par moi, Hugues Bellumeur. La version papier est sur Amazon et le livre numérique est sur toutes les plateformes de vente de livres numériques. Et j'ai fait une vidéo sur le livre, sur le lancement du livre. Alors, vous pouvez aller la regarder si vous voulez en savoir plus là-dessus. J'ai pas regardé quand est-ce que ma vidéo commençait. J'ai peur de manquer de temps. Je pense que je vais sauter tout de suite à ma conclusion. Oui, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée récemment. Donc, j'ai une collègue au travail qui s'adonne à être dans mes amis Facebook et donc qui a vu mon coming out, qui a vu la vidéo sur le lancement de mon livre et qui m'a dit « Ah oui, ben t'es autiste, ça a dû être dur à accepter quand même quand tu as réalisé ça, ça a dû être dur à accepter. » Et moi, j'ai juste dit « Ben non, non, pas du tout, ça n'a pas été dur à accepter, j'ai accepté ça tout de suite. » Et j'y ai réfléchi par après, ça m'a pris un peu de temps à réaliser, mais pourquoi est-ce que j'ai pas trouvé ça dur à accepter? Mais c'est parce que c'est toute ma vie avant qui avait toujours été dur à accepter parce que ça se tenait pas, ça faisait pas de sens. C'était un paquet de vies différentes, hein, on peut dire. C'était des personnages, c'était des masques, c'était des tentatives de vivre une vie normale, mais qui se terminaient toujours par un échec. Tu vois? Alors, quand on parle d'autisme, on a parfois l'image d'une pièce de casse-tête. Et de la manière que moi je le vois, c'est que
c'est comme si mes souvenirs, c'était toutes des petites pièces de casse-tête, mais il manquait un morceau. Mettons qu'ici, là, il manque ce trou-là. Puis ici, il manque la petite coche ici. Il manque comme des clés pour assembler mes souvenirs ensemble. Alors c'est pour ça que j'arrivais pas à faire de ma vie un ensemble cohérent. Et alors, en lisant sur l'autisme, là, j'ai comme trouvé le morceau, la clé qui manquait sur chaque pièce de casse-tête, puis j'ai pu assembler le casse-tête de l'histoire de ma vie, de sorte que ça fasse du sens, puis que je me vois. Hein, comme on voit ici cette belle princesse elfique. Mais il faut imaginer le reste. Okay? Je ne peux pas faire un casse-tête devant vous, là, juste pour illustrer mon point. Alors imaginez le reste du casse-tête. Alors qu'est-ce que ça m'a fait comme effet? Mais c'est que pour la première fois, en relisant mon livre, je l'ai relu plusieurs fois, je me suis vu. Je me suis vu dans ma globalité. Totalement. Et ça a apporté comme plusieurs constats. Et c'est ce que j'ai ajouté progressivement avec les mois dans la conclusion de mon livre. Et je vais vous en partager un constat. C'est que je me suis vu à la troisième personne, comme pour la première fois. Alors je vais parler comme un peu à la troisième personne. J'ai vu Hugues dans son ensemble, puis mais j'ai trouvé que c'était une belle personne. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose d'attachant, puis de... Il est beau dans sa naïveté, ce gars-là. Puis moi, c'est ça, il est très naïf, mais je la trouve belle, sa naïveté. Moi, je le trouve beau, cet enfant qui parlait à Dieu à la récréation, hein, qui parlait avec le Créateur du ciel et de la terre, et qui était dans l'admiration de la nature, et qui rêvait d'être curé plus tard pour être comme directement connecté encore mieux à ce Dieu. Et je le trouve beau, ce jeune homme qui, à 19 ans, s'en va à l'université avec l'ambition profonde de révolutionner la pensée occidentale et de résoudre le mystère de l'existentialisme. Tu sais. C'est tellement gros, tu sais, mais en même temps, c'est beau. Tu sais. On la voit pas souvent dans notre monde aujourd'hui, cette naïveté, cette fraîcheur. Et je trouve que ce garçon, il n'a pas à avoir honte de qui il est, puis il n'a pas à essayer d'être comme tout le monde. Il avait juste à être lui-même. Tu sais. C'est un peu quétaine, là, je sais, mais c'est ce que j'ai vu en me voyant. Euh, ce que j'ai l'intention de faire dans les mois qui vont suivre, c'est de faire plusieurs vidéos, mais sur des sujets beaucoup plus précis. Parce que pour moi, c'est dur, en fait, de parler dans l'abstrait, de parler en général, de tirer des grandes conclusions comme ça. C'est vraiment... Je suis pas à l'aise de faire ce genre de discussion-là. Alors, je veux retourner dans des points très précis, puis comme ça, point par point, définir ma condition, comme. Hein, vous montrer vraiment précisément c'est quoi toutes mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est dans quoi que j'ai de la difficulté. Parce que, encore récemment, régulièrement, on me dit ah, c'est le fun que tu sois autiste, mais tu sais, chez toi, c'est léger. Et intérieurement, ça fait mal. Et je comprends ce que les gens veulent dire, que je suis très fonctionnel dans la vie au quotidien, mais je veux le montrer, c'est quoi l'autisme. Je veux le montrer, c'est quoi les difficultés. Alors, si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous à ma chaîne, puis vous allez voir des petites vidéos qui vont suivre et qui vont détailler ma condition de personne autiste. Alors, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et c'est que c'était agréable. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.